Thomas, tu vas nous parler de la loi Dallard, donc en tant que juriste, en tant que publiciste, hein, et tu vas nous en parler dans ses usages au 19e, au 20e siècle. Alors, quand tu m'avais parlé de ça, je trouvais ça assez incroyable que la loi Dallard soit mobilisée dans le cadre de dispositifs dont tu vas nous rappeler un peu la teneur au 19e, au 20e siècle. Donc, la capacité très imaginative, hein, on va dire, des juristes en général pour mobiliser cette loi. Alors là, en parler rapidement, euh, le premier, euh, le premier élément qu'on peut en dire, c'est qu'il ne faut pas la confondre avec la loi de Chapelier, peut-être. Parce que généralement, on a tendance à confondre les deux. La loi d'Allard, c'est une loi qui est présentée par le baron d'Allard, un député de la noblesse, hein, il la présente le 15 février 91. Et cette loi est celle qui va supprimer les corporations, supprimer ce qu'on appelle les maîtrises et les jurandes, euh, et également supprimer les aides, c'est-à-dire tous les impôts indirects qui étaient liés à la circulation des denrées, des marchandises. C'est une loi qui va également, on le sait moins, instituer la patente. Hein, donc c'est une loi qui a une fonction très particulière, hein, qui instaure donc la liberté du travail et qui supprime ce qu'on appelle les privilèges de profession, et donc qui ouvre la possibilité à chacun d'exercer un métier sous contrainte. C'est l'article 7 que j'ai remis, hein, dans la présentation de cette séance, l'article 7 qui est toujours visiblement mobilisé par le droit français, l'article 7 qui explique qu'on est libre de faire du négoce, d'exercer une profession, à condition bien sûr de se conformer au règlement de police et d'acquitter cette patente. Voilà. Et la loi Le Chapelier, c'est après. La loi Le Chapelier, c'est le 14 juin 91. Et cette loi Le Chapelier, elle, va interdire les coalitions, c'est-à-dire proposer un volet répressif, en fait, à la loi Dallard, qui n'avait pas ce volet répressif. Et ce qui était intéressant à noter, quand on est sur la Révolution française, on le sait bien, c'est que cette loi s'inscrit dans un dispositif beaucoup plus large, dans un temps beaucoup plus long que le temps de la Révolution française. La loi Dallard, elle s'inscrit dans un temps qui va se développer, ce qu'on peut appeler une idéologie de la liberté économique, qui a été en particulier portée par les physocrates, mais pas seulement. Chez Philocrate, qui vise, vous le savez, à libérer toutes les entraves à la production et à la propriété. Donc, cette loi est à saisir dans un temps long qui commence avec Turgot sur le plan législatif, avec la tentative de Turgot en 1776 de libérer en fait déjà les professions, et Dallard fait référence à Turgot, hein, dans son texte de présentation, et ça va se prolonger jusqu'au consulat, au moment où on va renouer, on va dire, avec une certaine police du travail, et tous les développements dont tu vas nous parler sur le 19e siècle. Donc je disais que la loi Le Chapelier, c'est le dispositif répressif adossé à la loi Dallard, et ces deux éléments sont conjointement présents chez Turgot. Donc quand Turgot lance son abolition des corporations, il va associer ça également à un dispositif répressif, parce que c'est saisi en particulier par le mouvement ouvrier, par le monde ouvrier, davantage que le mouvement ouvrier d'ailleurs. C'est saisi dans le monde ouvrier comme la fin des contraintes réglementaires en termes de travail pour le monde ouvrier. La loi, l'édit de Turgot, c'est la fin de la police des métiers, et donc c'est l'entrée dans un moment de liberté. Et il va y avoir ce qu'on va appeler en 1776, entre la promulgation de l'édit et le fait qu'on va retirer l'édit très vite au bout de 3 mois, il va y avoir un véritable carnaval, une inversion des rôles, ce qu'on appelle le carnaval de Turgot, c'est-à-dire que les ouvriers vont commencer à dire qu'on est libre de faire ce que l'on veut, on ne dépend plus des maîtres, on ne dépend plus d'une police du travail, et donc on va être obligé d'associer un volet extrêmement répressif à la suite de l'abolition de cet édit, et on va instituer le fameux livret ouvrier
en 1781 qui va être le lieu d'encadrement hein, de cette loi qui libère les corporations. Et donc, pendant la Révolution française, la nuit du 4 août, c'est l'abolition des privilèges. Donc, normalement, tout type de privilège, tout type de liberté particulière doit être éliminé, mais les corporations ne sont pas citées parce qu'on est totalement échaudé par l'expérience du fameux carnaval de Turgot, et donc on va dire les classes dominantes, hein, les élites, comme on dit aujourd'hui, ont bien envie de libéraliser comme ça les professions, mais on craigne que ça redevienne ce que ça a été, c'est-à-dire la porte ouverte à ce qu'on appelait à l'époque déjà l'anarchie et la confusion sociale. La révolution, c'est des termes qu'on trouve en 1776 hein, pour parler de cette libéralisation. Et de fait, on n'y va pas directement, on y va mollo, quoi, mais de fait, les ouvriers interprètent la Déclaration des droits et la nuit du 4 août comme la fin possible de la police du métier, des réglementations, et lisent véritablement la nuit du 4 août et la Déclaration des droits comme quelque chose qui doit s'appliquer au monde du travail. Et l'Assemblée, elle temporise parce qu'ils ont évidemment toujours cette expérience de Turgot en tête. Et ils n'ont pas vraiment envie que ça se passe comme ça s'est passé auparavant. Mais il commence à y avoir des tensions, il commence à y avoir des difficultés, il commence à y avoir des rassemblements d'ouvriers qui commencent à s'organiser, à se regrouper dans des fraternités. Et finalement, la loi d'Allard va être l'aggiornamento, le moment où on va finalement essayer de calmer le jeu et de valider un état de fait. On va essayer de lever l'ambiguïté, d'autant que la presse aussi s'en mêle. Et quid des corporations, puisqu'on a enlevé tous les privilèges, et donc fixer cette ouverture, cette liberté du travail, interprétée de la même manière par les ouvriers comme validant leurs revendications et validant cette idée de liberté du travail. Et d'où le fait qu'on va adjoindre quelques mois plus tard la loi Le Chapelier pour contraindre ce monde ouvrier, le réprimer, empêcher les rassemblements des ouvriers, empêcher la coalition ouvrière. Et la loi Le Chapelier n'est qu'une variante de la loi martiale, hein, qui est toujours la loi qui accompagne les mesures libérales depuis 89. Donc la liberté du commerce des grains est mise en place en août 89, 9 août 89, et quelques mois plus tard, en octobre, loi martiale, pour imposer hein, la liberté du commerce. De la même manière, on va parler de rachat des droits féodaux. La paysannerie se soulève, et pareil, répression, loi martiale pour réprimer le mouvement paysan. Et de la même manière, on va libéraliser le travail, mais le libérant, on va aussi libérer l'ouvrier, et il faut lui rappeler qu'il n'est pas libre. Et donc, avoir un dispositif répressif, la loi Le Chapelier, qui va permettre de le ramener, de le endiguer en fait, dans ses velléités. 93, la montagne arrive à trouver une majorité après les journées du 31 mai de juin qui rappellent les Girondins. La montagne a une majorité à la Convention, et en juin, 23 juin, je crois, 93, on abolit la loi martiale. Donc on va se retrouver dans un autre type de dispositif qui sera jugé comme anarchique et qui va poser des problèmes au monde du patronat, jusque que la loi martiale va être abolie en juin 93. Les thermidoriens vont réintroduire la loi martiale dans la Constitution de 95, mais ça ne veut pas dire pour autant que le contrôle de la police du travail, le contrôle du monde ouvrier va être efficace. Et pendant tout le directoire, le monde du patronat se plaint. Il faut attendre le consulat pour qu'on rétablisse des chambres de commerce, donc là, redonner du lien corporatif aux patrons, mais pas aux ouvriers, bien sûr, et rétablir également le livret ouvrier à ce moment-là, et le code civil, hein, qui vont être des dispositifs de répression pour le monde du travail. Et c'est là que Thomas intervient pour nous dire un peu, mais qu'advient-il de tout ça par la suite. Voilà. Je te donne la parole. Alors, merci Yannick, et merci à tous, merci Marc de me permettre d'engager cette réflexion avec vous sur cette loi d'Allard. Donc vous allez voir, effectivement, c'est en discutant avec Yannick qu'on s'est aperçu qu'elle allait avoir une postérité que peut-être les historiens de la Révolution et les révolutionnaires n'avaient pas imaginé.
Mais auparavant, j'aimerais dire tout mon plaisir de dialoguer avec des historiens et toute l'importance aussi pour les juristes de dialoguer avec des historiens. Et il me semble que malheureusement, ce dialogue est trop limité en France. Pourquoi? Parce que je commence un peu par des généralités, mais lorsqu'un juge est amené à trancher un litige en application d'une loi, il doit toujours s'interroger sur le sens des mots. Et la première méthode qu'il utilise pour comprendre une disposition, c'est l'intention du législateur. Et c'est là où il me semble que l'historien est important, parce que cette intention, elle ne peut être dégagée que par l'étude du contexte, du sens des mots qu'utilisaient les personnes à l'époque. Et c'est là où le rôle de l'historien est central. Et c'est là où, malheureusement, en droit, on n'a pas suffisamment de culture historique et c'est un problème, vous allez le voir aussi pour les juges, parce que du coup, ils peuvent avoir une utilisation stratégique, politique d'un texte s'ils refusent la science historique. Et du coup, amener, c'est ce que je vais essayer de vous montrer, peut-être vous allez me contredire d'ailleurs, à des contresens historiques majeurs. Je vous donne un exemple avant de rentrer dans la loi d'Allard, mais sur lequel j'avais déjà travaillé. En 1986, le Conseil constitutionnel français décide de protéger constitutionnellement la compétence du Conseil d'État pour la connaissance de certains litiges sur le fondement des articles 10 et 13 de la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 Fructidor en 3. Et en fait, un principe fondamental reconnu par les lois de la République pour une loi de 1790. Or, ces articles, à l'époque, n'ont jamais eu pour intention de protéger la compétence du Conseil d'État, mais de protéger l'administration contre tout recours. Conseil d'État qui d'ailleurs n'existait pas à l'époque. Donc, quelle méthode historique finalement les juges mettent en œuvre ici? Le recours à l'histoire est à cet égard essentiel, mais justement les juges s'en dispensent. Et l'histoire du coup est malmenée. Là où il y a eu les débats sur ce lien histoire-droit les plus intéressants, je trouve, c'est aux États-Unis, où, où ce nœud a été fait de façon assez fascinante parce que, à partir des années 80, il y a un juge très conservateur dans l'histoire des États-Unis qui s'appelle le juge Scalia, qui est mort il n'y a pas très longtemps, qui a souhaité, pour mettre fin à la parenthèse ouverte d'une Cour suprême très progressiste dans les années 50, 60, 70, dire il faut qu'on ait une méthode qui s'appuie uniquement sur l'intention du constituant de 1787. C'est ce qu'on appelle la méthode d'interprétation originaliste. Et donc, voilà, un peu le même geste, si vous voulez, que Luther pour la Bible. Évidemment, les rédacteurs de cette constitution n'étaient pas favorables à l'émancipation des femmes, des Noirs, et c'était un moyen pour lui de justifier voilà, le retour à un certain ordre moral. Donc on le voit, les juges manipulent l'histoire de façon extrêmement problématique. La Constitution américaine autorise le port d'armes, mais une arme en 1791, ce qui est la date d'adoption des amendements de la Constitution et notamment du second amendement, ce n'est pas la même chose que les fusils mitrailleurs d'aujourd'hui, évidemment. Donc voilà tous les enjeux au cœur de l'utilisation de l'histoire par les juges et par le droit. Alors, le devenir de la loi d'Allard des 2 et 17 mars 1791 en est une illustration frappante. Yannick a eu la gentillesse de nous en présenter le contenu. Et effectivement, par rapport à la loi Le Chapelier, la différence essentielle, c'est que la loi d'Allard, elle est toujours en vigueur. Elle n'a jamais été abolie et elle est toujours la source de notre ordre économique. Les juges la visent toujours dans des jugements qui peuvent être, et elle peut toujours être invoquée par des requérants aujourd'hui, et on va voir dans quel sens. Alors, elle peut toujours être
invoqué, mais son sens a-t-il été conservé? Alors Yannick vous a lu l'article 7, qui est l'article effectivement central, qui fait l'objet des contestations juridiques depuis le 19e siècle. Je vous le relis. À compter du 1er avril prochain, il sera libre à toute personne de faire tel négoce, ou d'exercer telle profession, art ou métier qu'elle trouvera bon, mais elle sera tenue de se pourvoir auparavant d'une patente, d'en acquitter le prix et de se conformer aux règlements de police qui sont ou pourront être faits. Donc, une disposition qui affirme la liberté professionnelle, finalement. Ce que nous allons voir, c'est comment le Conseil d'État s'est servi de ce texte pour lui donner un sens qu'il n'avait peut-être pas, mais c'est les historiens qui pourront me le dire, ou en tout cas que le texte ne donne pas, puisqu'il va devenir, au tournant du 19e et du 20e siècle, le texte qui interdit à l'État de concurrencer l'initiative privée et donc devient un texte utilisé contre le socialisme municipal. Le texte, en apparence, ou en tout cas dans sa lettre, il fonde la liberté du commerce, la liberté d'exercer la profession de son choix, ça c'est clair, mais il ne réserve, en tout cas dans son texte, à aucun moment cette liberté commerciale qu'aux individus, en empêchant l'État d'intervenir pour concurrencer l'initiative privée. Ça n'est pas dans le texte. Avec le Conseil d'État, le décret d'Alardre devient l'instrument pour assurer une tutelle sur les communes et les empêcher de créer des services publics. Le visa de la loi, alors effectivement, le Conseil d'État vise le décret d'Alardre dans ses arrêts. Alors, pourquoi il cherche ça? Je n'ai pas la réponse à cette question. Est-ce qu'il sert à jouer? Est-ce que, voilà, sous la Troisième République, il a besoin d'une caution révolutionnaire contre le socialisme? À quoi joue-t-il symboliquement dans cette mobilisation Est-ce que c'est juste, il a besoin d'un fondement législatif? Ou est-ce qu'il a besoin d'un fondement révolutionnaire contre le socialisme à l'époque? En d'autres termes, la question à laquelle je n'ai pas de réponse, c'est à qui parle-t-il sous la Troisième République pour ressentir le besoin de ressortir ce texte et lui faire dire ce qu'il ne dit pas? Est-ce pour se donner une caution radicale? Est-ce pour parler aux radicaux? Voilà. Pourquoi avoir besoin du décret d'Alardre contre les lois de la Troisième République qui vont autoriser, comme on le verra, le socialisme municipal? On le verra dans un arrêt, le Parlement de 1926 autorise expressément les communes à prendre en charge des services publics. Le Conseil d'État les interprète restrictivement au nom de la loi d'Alardre. Le sens du texte de 1791 pour le Conseil d'État est: l'État n'a pas à créer des activités entrant en concurrence avec l'initiative privée qui détient le monopole de l'activité commerciale. Cela signifie que pour le Conseil d'État, le décret d'Alardre, c'est le libre jeu de la concurrence constitue le fondement du jeu économique et l'État n'a pas à intervenir. Évidemment, l'économie politique de la libération remettra profondément en cause cette position et le Conseil d'État va peu à peu relâcher son emprise. C'est pourquoi on va se concentrer sur la période antérieure à la Deuxième Guerre mondiale, car elle exprime, à mon sens, le mieux le détournement du texte dans un but politique, qui est de promouvoir une économie politique de pur libéralisme, et aucun pays en Europe, d'ailleurs, à ma connaissance, n'a connu le même mouvement. Le combat entre le Conseil d'État
et les communes socialistes avant la Deuxième Guerre mondiale autour du décret d'Allard comme arbitre finalement peut être décrit en deux temps. Une période, pour utiliser des termes de la guerre froide, de containment et même de rolling back, pour reprendre donc ce vocabulaire, et un moment plus ambigu à partir de 1930. La période la plus dure est celle pendant laquelle le Conseil d'État n'accepte l'intervention économique des communes que dans des circonstances exceptionnelles. Cette position est fixée en droit dans un arrêt Casanova de 1901. Deux séries de considérations expliquent la dureté de la position du Conseil d'État. L'idée selon laquelle, je vous l'ai dit, l'initiative privée a vocation à subvenir aux besoins de la population et l'intervention de la puissance publique, du coup, ne peut être que subsidiaire. Et l'idée aussi, il y a une méfiance vis-à-vis des communes et de la liberté communale. Les communes sont soupçonnées par le Conseil d'État de pouvoir être capturées, de favoriser des clientèles, et donc la création de services publics est vue avec suspicion par le Conseil d'État. Donc dans l'arrêt Casanova, on a une petite ville, la ville d'Olmeto en Corse, qui crée un office de médecins en concurrence avec d'autres médecins locaux, et sans que cette création ne soit justifiée par l'idée de venir au secours des indigents, puisque le législateur permettait ce type d'intervention. L'action est donc censurée, et cet arrêt est important symboliquement pour deux raisons. Alors, je vais être un peu technique si je suis incompréhensible, vous me le dites. D'une part, il porte un coup à l'intervention économique des communes. Ça, ok, c'est simple. Mais d'autre part, et c'est ce qui est beaucoup plus fort, il accepte l'intérêt à agir des contribuables locaux. Ce qui donne à sa solution vraiment une force énorme parce que, du coup, le Conseil d'État envoie un message à tous les contribuables locaux en leur disant « Si vous contestez l'interventionnisme économique des communes, là, moi, je vais accepter votre action parce que vous êtes un contribuable. » Or, le socialisme municipal, il a nécessairement un impact sur les finances locales. Donc, de fait, en établissant cette seconde règle, le Conseil d'État ouvre le prétoire du juge à toutes les personnes qui veulent contester les mesures socialistes. Donc, la solution est audacieuse et elle contribue en outre à établir la spécificité de la justice administrative française sous la Troisième République, puisqu'on est le seul pays qui accepte comme ça d'ouvrir le prétoire du juge à quasiment tout le monde. Et c'est intéressant de voir le lien décret d'Allard, socialisme municipal et justice administrative, parce que ce lien est clair. En gros, le Conseil d'État veut asseoir son économie politique sur l'ensemble des communes, et pour cela, il accepte d'ouvrir son prétoire très très largement. Et d'ailleurs, aucun pays autour de nous n'a adopté une telle solution, et de fait, le socialisme municipal a été florissant en Allemagne ou au Royaume-Uni. En d'autres termes, si on compare avec les pays qui nous entourent, la justice administrative française est la plus libérale, mais dans un sens justement qui n'est pas républicain, au sens de Philippe Petit, mais dans un sens libertarien, de containment de la puissance publique. Les collectivités publiques doivent assurer l'ordre, État, gendarme, ça c'est OK, mais les besoins sociaux relèvent uniquement de l'initiative privée, et c'est le décret d'Allard qui justifie ça. Évidemment, le monde politique va réagir peu à peu, et le Parlement
pendant l'entre-deux-guerres, va passer des lois pour autoriser expressément les communes à intervenir. Alors, la réaction du Conseil d'État, et c'est là où arrive un deuxième temps, mais un deuxième temps mitigé, elle est, on la voit dans un arrêt de 1930 qui s'appelle « Chambre syndicale du commerce en détail de Nevers ». Et c'est cet arrêt qui va cristalliser l'évolution, mais en même temps une évolution vraiment très fragile du Conseil d'État. Alors, bref rappel de la situation politique. En 1919, le bloc national l'emporte aux élections législatives. Une chambre bleu horizon apparaît. Le cartel des gauches, vainqueur en 24, met en place toute une législation favorisant l'intervention économique des communes. On a 2 décrets-lois du 5 novembre et du 28 décembre 1926 qui donnent plus de marge aux communes, et notamment dans le domaine industriel et commercial, pour leur offrir un cadre plus favorable à leur action. Et c'est à Nevers que cette politique va connaître une illustration et amener un nouveau coup de frein du Conseil d'État au nom du décret d'Allard. Les élections de 1925 à Nevers tournent autour de la vie chère. Dès le 20 août 1925, les nouveaux élus font voter une délibération créant le ravitaillement municipal qui, d'après les bilans qui sont établis, parviennent à vendre les denrées 30% moins chères que dans les autres commerces de la ville. Le succès est donc là, à tel point d'ailleurs que les services municipaux ne parviennent plus à assurer le service seul, et le service est externalisé à des prestataires privés. Face à ces évolutions, une résistance s'organise dans la ville pour contester ce ravitaillement municipal. C'est à la fin de 1927 que cette résistance s'organise et qu'elle passe à l'offensive. Le journal Paris Centre relate dans son édition du 17 novembre 1927 ceci: 300 personnes environ, appartenant toutes au commerce nivernais, répondant à l'appel de la Chambre syndicale du commerce en détail, emplissaient mardi soir le rez-de-chaussée des salons Vauban. La réunion à laquelle ces commerçants étaient conviés avait pour but, on le sait, l'examen des moyens de défense à prendre en vue de soutenir les intérêts lésés des négociants de l'alimentation. Ces négociants estiment que le ravitaillement municipal, concurrence déloyale, disent-ils, leur porte un grave préjudice, tout en n'étant pas le plus sûr moyen de faire baisser le coût de la vie. L'orateur principal, M. Guin, qui est aussi le requérant dans l'affaire qui va amener le Conseil d'État à prendre position, insiste sur le coût pour le contribuable et la concurrence déloyale. Le Conseil d'État va leur donner raison. Il affirme, je cite, « Les entreprises ayant un caractère commercial restent en général réservées à l'initiative privée et les conseils municipaux ne peuvent ériger des entreprises de cette nature en services publics communaux que si, en raison de circonstances particulières de temps et de lieu, un intérêt public le justifie. » Donc on passe de circonstances exceptionnelles dans l'arrêt Casanova à circonstances particulières de temps et de lieu, donc en apparence une attitude un petit peu plus conciliante, mais au cas particulier, le Conseil d'État estime que l'institution d'un service de ravitaillement municipal destiné à la vente directe au public constitue une entreprise commerciale et qu'aucune circonstance particulière à la ville de Nevers ne justifiait la création et le maintien d'un service municipal de cette nature dans la dite ville. Donc un refus de ce service public dans la ville de Nevers. À la suite de ça, la ville de Nevers supprime le ravitaillement municipal, ce qui pose d'ailleurs des problèmes puisque, comme je vous l'avais dit, le service avait été concédé
Donc, les concessionnaires locaux se retrouvent avec un contrat qui n'est plus applicable. Et la Chambre syndicale demande même une indemnisation à la ville pour la concurrence déloyale depuis la création du ravitaillement municipal, donc des conséquences aussi financières pour la ville. Donc, voilà ce que ce décret d'Allard va servir à justifier en quelque sorte. Alors évidemment, cette position, ces circonstances particulières de temps et de lieu, ça va rester jusqu'en 2005, date à laquelle le Conseil d'État va estimer que désormais, les collectivités publiques sont beaucoup plus libres de créer les services publics qu'elles souhaitent. Mais avec un décret d'Allard toujours visé par le Conseil d'État. Alors, en quelque sorte, le décret d'Allard, il ne disait pas ça. Il ne disait pas l'État n'a pas le droit de créer des services publics en concurrence avec l'initiative privée. Mais en quelque sorte, il sert d'alibi pour justifier une certaine économie politique qui fait penser à la théorie des échecs du marché en économie qui se développe à cette époque. Pareto, la justification de l'intervention de l'État, ça n'est que lorsque l'initiative privée ne parvient pas à fournir un service de façon satisfaisante. Et c'est le décret d'Allard qui, en quelque sorte, est la caution, l'alibi de cette position politique. L'État ne peut intervenir en quelque sorte que là où le marché échoue. Donc voilà un peu l'histoire de la façon dont ce décret d'Allard va être saisi au 19e et 20e siècle dans deux moments et dont l'objet est clair, c'est contrer les initiatives des communes au niveau local et éviter que le socialisme ne l'emporte au niveau local. J'ai trois questions. La première, c'est d'abord la personnalité de Dallard lui-même. Bon, certes, je suis spécialiste de la Révolution française, mais j'avoue que Dallard lui-même, je ne le connais pas. Et est-ce que quelqu'un parmi vous sait s'il avait un lien antérieur avec les physiocrates, et notamment un lien, soit un lien théorique, soit un lien familial, soit un lien de connaissance, etc. Voilà. La deuxième remarque que j'ai à faire, c'est cette espèce de tension que tu évoques entre la commune et l'État. C'est-à-dire que visiblement, le Conseil d'État, dans ses différentes compositions et dans les différents moments, considère les communes et les institutions communales comme étant l'État local, ou en tout cas les institutions locales de l'État. Or ça, c'est une idée qui pose problème, parce que précisément pour les révolutionnaires, les communes, ce n'est pas l'État. Les communes, c'est la souveraineté du peuple. Et donc, ça n'est que sous Bonaparte que les communes changent de statut d'une certaine manière, puisque les maires sont désormais nommés et plus élus. Et donc, il y a une espèce de tension comme ça. C'est-à-dire que pour les révolutionnaires, disons du côté gauche pour dire vite, et je crois aussi d'ailleurs pour les républicains, au moins jusqu'en 1848, la municipalité, la commune, ça n'est pas l'État. L'État, c'est ce qu'il y a au-dessus de la commune, pas l'État. La troisième remarque que je ferai, c'est de voir à quel point le Conseil d'État joue un rôle extrêmement important depuis la Troisième République comme instance monarchiste, entre guillemets. Je m'explique. J'ai parlé déjà dans ce séminaire du bouquin de Rousselier, Nicolas Rousselier, La force de gouverner et le pouvoir exécutif, etc. C'est pas parce que je connais personnellement Rousselier, je ne le connais pas du tout, mais ce livre m'a paru extrêmement important parce que précisément, il montre que c'est le Conseil d'État
qui, dans les institutions républicaines pendant la Troisième République, concentre finalement la décision administrative et concentre le pouvoir des monarchistes, parce que ce sont les monarchistes qui sont dans le Conseil d'État, et concentre le pouvoir monarchiste, entre guillemets, à l'intérieur de la République. J'ai une petite citation que je voudrais partager avec vous, si j'arrive à la retrouver. Le problème, c'est que je ne sais plus où je l'ai mise, cette petite citation. Elle parle justement du fait que, voilà. Alors voilà, il explique que, grosso modo, la législation du Conseil d'État, par une véritable campagne politique et philosophique, finalement, c'est-à-dire par une véritable volonté politique et théorique, a voulu apparaître comme une jurisprudence, je cite, considérée comme fiable, parce que débarrassée de son ancien caractère d'imprévisibilité. C'est-à-dire, grosso modo, le Parlement fait des lois, mais ça change tout le temps, parce que les majorités changent tout le temps, et que tout ça, c'est très instable, mais que le Conseil d'État, précisément, il propose une jurisprudence qui, elle, ne bouge pas, parce qu'elle est immuable. Et donc, je cite toujours, dans cette perspective, la loi du 24 mai 1872, votée par l'Assemblée nationale à majorité monarchiste, a eu son importance. En accordant au Conseil d'État un pouvoir propre, elle a conféré à ses décisions prises au contentieux un caractère souverain. C'est-à-dire qu'on a ici une modalité de la confiscation de la souveraineté par le Conseil d'État. Les décisions du Conseil n'ont plus à être approuvées par le chef de l'État, dit Rousselier, avec la fin du vieux principe de la justice retenue, cela signifie pour le Conseil d'État un double progrès d'ordre technique et politique. Le Conseil est désormais maître de ses conclusions contentieuses et il ne donne plus seulement des avis au gouvernement. Il prend lui-même la décision. Et ça me paraît extrêmement important de voir que ce truc qui est à l'origine, en 72, donc à l'origine de la Troisième République, finalement, on le retrouve jusqu'à aujourd'hui. Et évidemment, cette place du Conseil d'État, elle est totalement perpendiculaire à la Révolution française et à la loi d'Allard elle-même. Alors, pour répondre à la question, est-ce que la loi pourquoi ils ont utilisé la loi d'Allard? Est-ce qu'il n'y a pas une ironie parce que dans le fait que ce sont finalement des gens qui étaient fondamentalement des monarchistes qui ont utilisé cette loi qui pouvait l'utiliser, donc il y a peut-être une ironie dans le fait que ces gens fondamentalement monarchistes ont utilisé la loi d'Allard pour imposer cette conception de l'économie politique telle que tu l'as évoquée. Voilà ces trois remarques. C'est plus des remarques que des questions, mais ça me paraît, voilà, c'est ce que moi je retiens de très fort dans ta proposition. Merci pour tes questions. Effectivement, c'est super intéressant. Alors, sur la commune, effectivement, alors ça, effectivement, je ne savais pas du tout quel était le statut. Ce que tu dis sur la commune, c'est vraiment, vraiment très intéressant. Voilà, effectivement, le Conseil d'État, ça va être l'agent sous la Troisième République de faire des communes des administrations. Et donc, et non plus tel que tu le décris sous la Révolution française, des corps souverains. C'est-à-dire, c'est l'idée que voilà, toutes leurs décisions, on va pouvoir les déférer au contrôle du juge administratif comme s'il s'agissait d'une administration normale. Et donc, l'aspect démocratique, l'aspect souverain, évidemment, va être complètement éliminé. Ce sont des décisions administratives normales et le rôle du Conseil d'État, ça va être d'asseoir l'autorité centrale sur l'ensemble de ces communes. Et comme je vous l'ai dit, avec cet arrêt Casanova, tous les contribuables vont pouvoir porter un recours. Et puis, il y a d'autres arrêts qui vont faire du recours devant le Conseil d'État un recours d'intérêt général. Et donc, voilà, c'est des administrations normales. Et cette position de la Révolution française est vraiment, vraiment très intéressante pour le coup. Et je suis d'accord avec toi sur le livre de Rousselier. Moi aussi, je l'ai beaucoup aimé. Là, ce que j'essaye de développer dans un bouquin que j'essaye d'écrire sur service public et commun, c'est qu'il me semble, mon intuition, si tu veux, c'est que la bourgeoisie n'a pu accepter la République, la Troisième République, que parce que
il y avait ce verrou du Conseil d'État qui a permis, dans certains domaines économiques importants, d'apporter ce sérieux, notamment les contrats, les concessions. Voilà, le Conseil d'État va lier l'État à travers le contrat administratif, la responsabilité administrative. Voilà, il y a plein d'aspects de la souveraineté de l'État qui vont être abolis, et donc par le Conseil d'État. Et il me semble et donc, il y a un programme aussi anti-parlementaire. Ça, Rousselier ne le dit pas directement, mais parce que dans la jurisprudence administrative, il y a certains aspects qui sont impensables dans d'autres démocraties, parce que la souveraineté du Parlement est trop forte, notamment en Angleterre. Voilà, donc je pense qu'effectivement, il y a quelque chose de cet ordre-là, du Conseil d'État contre le peuple. Ouais. Oui, enfin, je me redonne 2 secondes la parole. Oui, oui, c'est tout à fait ça. Et je crois d'ailleurs que Rousselier le dit quand même. Hein. Il dit que, clairement, il a chez les monarchistes de 1872 la volonté de confisquer la souveraineté, non pas de l'État, mais de confisquer la souveraineté qui s'exprime dans le pouvoir législatif. Et de ce point de vue-là, enfin, il me semble, hein, je l'ai lu il y a déjà quelques mois, mais même si je pense que Rousselier lui-même cherche à comprendre une espèce d'évolution qui arrive à ce qu'il appelle la démocratie exécutive aujourd'hui, c'est-à-dire ce qu'on pourrait appeler autre chose que démocratie exécutive, enfin bon, peu importe. Mais en tout cas, il montre bien que ce sont ces monarchistes, c'est-à-dire que les républicains les plus radicaux, en 72, refusent absolument cette évolution. Et je crois que tu as parfaitement raison quand tu dis que la bourgeoisie, elle a accepté, la bourgeoisie qui est en grande partie monarchiste, tout simplement, y compris en 72, a accepté effectivement la République parce qu'il y avait cette espèce de verrou monarchiste du Conseil d'État. Donc on a une espèce d'histoire comme ça depuis Bonaparte, parce qu'encore une fois, c'est Bonaparte qui fait des communes, des administrations, enfin, je m'exprime mal, mais qui fait des communes des institutions d'État et seulement des institutions d'État. Parce que même sous la monarchie constitutionnelle, même en 1791-92, les communes sont des éléments de souveraineté, sont des parts de la souveraineté. Et c'est vraiment sous Bonaparte, sous le consulat que ça change. Et donc, on a finalement depuis 1804, et ça renvoie à notre bouquin dont on parlait l'autre fois, bon, je nous fais un peu d'autopub, ça renvoie à 2 siècles et des poussières de dépossession de la souveraineté populaire, de dépossession du législatif et de croissance d'une administration, en l'occurrence le Conseil d'État, totalement indépendante au sens monarchique du terme, indépendante de la souveraineté, et qui s'impose par le biais de ses arrêtés, par le biais du droit administratif, par le biais de son efficacité supposée. Et c'est finalement le gouvernement des experts tel qu'on en avait parlé avec Yannick. Voilà, je me tais, j'ai assez parlé. Mais du coup, cette souveraineté des communes, donc c'était une sorte de système fédéral à cette époque-là. Les communes partageaient la souveraineté était… c'est plus compliqué que ça. C'est plus compliqué. Enfin, c'est à la fois plus compliqué et plus simple. C'est la souveraineté est dans les communes. Il n'y a pas de souveraineté de… la souveraineté du législatif existe. Le pouvoir législatif n'est pas souverain. Il est l'expression de la volonté souveraine, mais il n'est pas souverain. Et voilà. Et quand le roi va disparaître, il y aura encore moins de souverains, enfin de souverains incarnés en quelque sorte. C'est-à-dire à partir de 92, toute la souveraineté, elle est dans les communes. C'est le sens de la Constitution de 93 et du fameux discours de Robespierre et de Saint-Just sur la souveraineté dans les communes. Il me semble. Mais Yannick, peut-être que tu vas intervenir là-dessus, non? Je me tais. Non, tu dis ça très bien. Oui, effectivement, la souveraineté chez les fameux jacobins centralisateurs, la souveraineté, elle n'est pas dans un État souverain ou elle n'est pas dans une assemblée souveraine, on n'est pas chez Carré de Malberg.
on est dans l'idée que la souveraineté, elle est dans la population. Et elle doit être exercée dans les communes, et que ce soit pour le pouvoir législatif ou pour le pouvoir exécutif. C'est-à-dire que là, le législatif n'est pas perdu parce qu'on participe à une élection. Le fait de désigner des mandataires, c'est leur donner une responsabilité, une fidéicommission, mais c'est absolument pas se déposséder du pouvoir législatif. D'ailleurs, la Constitution de 93 donne aux citoyens la possibilité de faire loi. La loi ne devient loi que si elle est acceptée par les mandants. Les mandataires se mettant en retrait, ils font une proposition technique en fait, et c'est à l'ensemble du souverain de le décider localement dans les assemblées primaires, et de même l'exécutif est donné systématiquement aux communes. Donc on a des communes qui sont absolument les noyaux centraux du fonctionnement des institutions dès 89, et c'est encore accentué avec le gouvernement révolutionnaire. La loi qui institue le gouvernement révolutionnaire, le 14 primaire en 2, 4 décembre 93, précise que le pouvoir exécutif des lois révolutionnaires est donné aux communes. Et à un moment donné, d'ailleurs, les ministres vont quasiment disparaître puisque leur fonction n'a plus lieu d'être. L'exécutif est là dans les communes. Et généralement, on se trompe, on dit « Ah bah c'est parce que le comité de salut public a capté les fonctions du pouvoir exécutif ». Absolument pas. C'est avec les thermidoriens qu'on va rebasculer dans une autre logique qui va arriver à maturité en fait avec le consulat. Voilà, donc là, mais par rapport à ce que disait au débat que vous avez, c'est tout à fait passionnant de voir ce Conseil d'État. C'est quelque chose. Moi, je ne savais pas. J'ai regardé un peu Rousselier sur les conseils de marque. Effectivement, c'est très intéressant. Donc, j'ai commencé à regarder un peu, mais je vais continuer avec intérêt parce que si il explique un peu cette prégnance du Conseil d'État et en fait une sociologie aussi. Est-ce qu'il le montre un peu dans sa durée? Je ne sais pas. Existe-t-il des travaux qui le montrent dans sa durée? Je ne sais pas. Enfin, c'est tout à fait passionnant de voir ça. Cela dit, à l'époque, on a encore, sur le plan de la représentation nationale, jusqu'au tournant du siècle, on a encore une importante proportion de monarchistes et de députés d'ancien style, en fait, qui se maintiennent. Donc, il y a une conjonction au début de la Troisième République qui va assez fortement du côté des monarchistes. Et la question que je voulais te poser, c'est que tu as parlé d'une fin, en tout cas d'une situation qui est atténuée à partir de 1945. Alors, on pense bien sûr à la résistance, on pense bien sûr à la refondation du contrat républicain avec la libération. Qu'en est-il de la constitution du Conseil d'État à ce moment-là? Puisque c'est la pierre angulaire du dispositif, j'imagine donc que ce Conseil d'État s'est amendé. Et la question complémentaire, c'est est-ce qu'aujourd'hui, on a des fantômes de cette posture administrative qui se maintiennent? Est-ce que les fantômes des anciens monarchistes dans la culture qui fait le Conseil d'État, via, je ne sais pas, moi, via l'ENA ou via d'autres choses, est-ce que cette posture de pouvoir et de gardien d'un ordre économique n'est pas quelque chose qui s'est finalement maintenu, peut-être atténué, mais qui reste quand même très, très, très prégnant. Merci pour votre intervention, c'était très clair, et quand on évoque le droit, ce n'est pas forcément facile. Je vous remercie d'autant plus que j'ai eu un échange aujourd'hui avec une chercheure en droit, ouvertement réactionnaire, qui m'expliquait à quel point les historiens ne devaient pas évoquer le droit parce qu'ils n'y comprenaient rien, et donc il fallait qu'ils prennent leur distance avec la discipline. Elle aurait été inspirée de pouvoir vous entendre. Alors heureusement, j'ai des échanges avec des juristes régulièrement de façon beaucoup plus constructive, et notamment sur cette confrontation parfois peut-être entre la politique ou l'intention politique et sa traduction en droit. Et ce que vous avez évoqué m'a fait penser à une remarque récente d'Alain Jakubowicz qui expliquait que, ma foi, la loi c'était une chose, le droit en était une autre. C'est un petit peu surprenant, mais admettons, et il ne fallait surtout pas que le citoyen
s'investissent dans la question du droit, parce que là non plus, évidemment, il était ignorant, il n'y comprenait rien, et que le droit était l'affaire, je cite, des professionnels du droit. Alors, eu égard avec ce que vous nous avez, expliqué, au final, est-ce que la jurisprudence et ce qui peut s'y assimiler ne serait pas une entrave, pour ne pas dire une arme, une entrave aux politiques démocratiques et sociales et à la souveraineté populaire? Oh, c'est pas une petite question, Jean-Baptiste. Merci, merci Yannick, merci Jean-Baptiste. En fait, je commence par celle de Jean-Baptiste. Peut-être, ce qui est effectivement frappant, moi au départ, je suis comparatiste et c'est vrai que ce qui est frappant, c'est de voir comme aux États-Unis ou au Royaume-Uni, le droit est une affaire sociale, alors que pour nous, on veut justement en faire une affaire de spécialistes, en faire une affaire, voilà, alors que voilà, si vous allez à Washington, que vous allez devant la Cour suprême, vous verrez des manifs, vous verrez. Et l'idée, d'ailleurs, ce qui est fascinant aux États-Unis, c'est que vous serez toujours juré. Nous, en France, on n'a que le jury d'assises. Aux États-Unis, vous avez des jurés populaires, même pour les affaires civiles. Donc, quelque part, et puis, les procureurs sont élus. Pour le meilleur et pour le pire, ça, c'est un gros débat qui peut générer du populisme pénal, etc. Ça a des effets. Mais en tout cas, il n'y a pas de séparation entre le politique et le droit. Il n'y a aucun doute, si vous parlez à un Américain ou un Anglais, il vous dira, bah, bien sûr, ce qu'ils font, c'est éminemment politique, et donc, ça doit être discuté dans la cité. Chez nous, pour une raison que voilà, j'arrive pas à comprendre, alors peut-être parce que voilà, on a dit avec la Révolution française, on veut plus des parlements, on veut plus du juge qui fait la loi, et finalement on en est resté à cette idée révolutionnaire que le juge est la bouche de la loi, et donc il n'y a rien à dire, il n'y a pas à regarder, il fait que qu'appliquer le droit, et il ne fait pas de politique. Bon, des êtres adultes, on sait que ce n'est pas le cas, et ça devrait être beaucoup plus dans le débat public, je trouve, que ça ne l'est. Il y a effectivement un petit coup d'entrée. Alors c'est vrai qu'aussi le juge en France, il ne dit pas son avis. Il y a toujours 3 juges, ils ne disent jamais leur avis. Alors la Cour de cassation, voilà, revient sur 2 siècles de non-motivation et maintenant est consciente qu'il faut qu'elle explique. Mais ça traduit aussi un certain type de rapport que l'État français a vis-à-vis des gens, des juges qui ne s'expliquent pas. Ça montre qu'en France, ben, on n'exige pas que l'État s'explique. Il y a des gens qui décident du jour au lendemain, ben voilà, les communes n'ont pas à faire de services publics en concurrence avec l'initiative privée, 2 lignes suffisent. Voilà. Chez nous, 2 lignes suffisent. Aux États-Unis, chaque juge d'abord va donner son opinion et va le mettre sur 10-15 pages et va expliquer son opinion politique. Et ça va être débattu, parce que c'est ça la question. Il y a des gens qui vont dire bah non, le décret d'Allard, il disait pas ça, etc. Ça va rentrer dans le débat public. Nous, ça rentre pas dans le débat public. Et ça, c'est une vraie question. Alors, sur la question, les 2 questions d'Yannick, effectivement, ça change en 1945. Alors, il faut dire qu'en 1945, le Conseil d'État, après Vichy, il est sérieusement ébranlé. Hein. Voilà, il faut lire toute la jurisprudence sur le statut des Juifs, etc., sous Vichy. Voilà, alors ils vont, le vice-président à la Libération, ça va être très vite Cassin, donc ils vont essayer de se refaire une image un peu plus républicaine, mais il est quand même
voilà, fortement ébranlé par ce qui s'est passé. Voilà, donc il y a un véritable changement et puis un changement de génération. Donc il va tout un tas de choses, par exemple la possibilité pour les communes de créer des théâtres, d'intervenir dans le domaine de la culture, qui était, il y a des passages hallucinants sur, voilà, les communes vont pas se mettre à faire des théâtres qui sont des activités frivoles, etc. Enfin, il y a tout un tas de passages de la doctrine et du Conseil d'État tout à fait éclairants sur ce genre de choses. Bon, ça va être accepté finalement. Et dans tout un tas de... Alors aujourd'hui, est-ce qu'il reste... Alors je voulais faire un troisième temps parce que la question que je me suis posée, c'est est-ce que... Alors il me semble que là où on le voit, cette translation, c'est plus au niveau du Conseil d'État, c'est au niveau du Conseil constitutionnel. Et je me suis posé la question, est-ce que dans la décision de nationalisation, vous savez, en 82, Mitterrand arrive, grosse nationalisation, et le Conseil constitutionnel dit attendez, bon, on ne peut pas faire tout ce qu'on veut, le principe de liberté, alors c'est plus liberté du commerce et de l'industrie, ça devient liberté d'entreprendre. Il faut, article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, intérêt public et juste et préalable indemnité, et on va contrôler l'intérêt public, etc. Alors, ce que je voulais voir, c'est, mais je n'ai pas eu le temps, dans les archives, si le décret d'Allard était évoqué dans les débats, dans les partis qui ont soumis, etc. En tout cas, il y a une forte ambiance. Voilà, l'État n'a pas à intervenir, etc. La question de la propriété est centrale. Et le Conseil constitutionnel, dans les débats, dit mais attendez, il y a eu une première constitution en 1945 qui était très inspirée par les communistes. Les Français n'en ont pas voulu par référendum. Il y a eu une deuxième constitution. Donc, les Français ont montré leur attachement à la propriété privée, etc., inviolable et sacrée. Donc, il faut qu'on contrôle. Donc, il me semble qu'au niveau du Conseil constitutionnel, on retrouve davantage une attitude libertarienne. Et particulièrement à partir de 2010, où là, le Conseil constitutionnel est vraiment à droite. C'est Debré qui dirige le Conseil. Le secrétaire général, c'est Marc Guillaume, dont le nom est devenu célèbre avec les affaires du Hamel. Et là, on a tout un tas de décisions qui réactivent une vision très forte de la liberté d'entreprendre, liberté contractuelle, etc. Alors, le décret d'Allard, il faudrait que je vérifie, voir si est-ce qu'on mobilise toujours dans ce cadre-là le décret d'Allard pour justifier. Il n'est pas dans les visas, il n'est pas utilisé pour en faire un principe fondamental reconnu par les lois de la République, etc. Mais est-ce que est-ce qu'il est dans leur esprit ou pas pour le justifier? Ça pourrait être un troisième temps plus moderne. En tout cas, ils justifient leur décision à partir de la Déclaration des droits. Ah oui, tout à fait. Tu es au courant, cette tribune du Monde qui avait été signée par des juristes, peut-être par toi d'ailleurs, de 2018, qui s'étonnait que le Conseil constitutionnel censure des lois qui avaient pour fonction de limiter la capacité à polluer et limiter également les évasions de capitaux de la part de firmes multinationales. Et donc, des juristes font une tribune dans Le Monde en disant on ne comprend pas très bien pourquoi le Conseil d'État utilise la Déclaration des droits contre le bien commun, puisque ces lois allaient dans le sens d'un bien commun contre l'intérêt privé. Et le Conseil d'État dit attention, ce n'est pas possible, on ne peut pas aller contre la liberté d'entreprendre. Regardez, voilà, il y a la Déclaration des droits. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une contre-tribune qui a été publiée quelques semaines plus tard,
qui avait été porté par, comment il s'appelle, le libertarien là, qui se présente aux élections présidentielles d'ailleurs en ce moment. Ah oui, Gaspard Koenig. Koenig, il y avait Luc Ferry, il y avait comment il s'appelle aussi le type là, le canet, le philosophe fou là. Onfray, voilà, merci. Ouais, j'étais tout ça. Enfin, tous les gardiens du système étaient là. Et ils ont fait donc une contre-pétition contre ces juristes économistes qui avaient fait cette tribune. Et ils disaient, attention, dès l'instant où on met en avant l'idée de bien commun, on voit le spectre du comité de salut public. Donc, la boucle était bouclée en quelque sorte. Voilà. Mais c'est fascinant de voir ça. C'est-à-dire que, voilà, on rappelait de fait, ces juristes rappelaient de fait ce qui avait été la posture des montagnards, qui était on doit arrêter l'intérêt privé quand commence le bien commun. La liberté d'entreprendre est limitée par la liberté d'autrui, comme tout type de liberté. Voilà, donc le droit à notre existence, à notre santé, à notre bien-être, la pollution, tout ça, ça ne peut pas être pensé comme étant laissé au marché, il faut que le bien public l'arrête. Donc ces juristes avaient retrouvé finalement une position robespierriste que les gardiens du temple ont tout de suite repéré et ont stigmatisé en disant attention, vous faites ça, c'est la terreur finalement qui est là. Donc ça valide complètement ce que tu dis sur le Conseil constitutionnel. Mais là, ils sont encore plus forts. C'est pas la loi d'Allard qui mobilise, tu vois. Voilà. C'est pas un truc obscur, c'est la Déclaration des droits elle-même, quoi. C'est quand même très fort. Hein, voilà. Mais c'est très souvent le cas. Je sais aussi pour le mariage pour tous, ils avaient évoqué les premiers textes du Code civil sous la Révolution, etc. Il y a tout le temps ça revient et c'est mobilisé. Oui, tu as l'impression que la Révolution française, c'était une énorme machine à blanchir, en fait, comme si c'était du blanchiment d'argent sale, tu vois. Tu as des idées pourries comme ça, et puis tu les blanchis grâce à la Révolution française, ça leur donne un cachet républicain. C'est assez incroyable, quoi. J'aime bien l'expression. Il y a une petite bricole aussi. Tu as évoqué le fait que dans la Révolution française, il y ait une très forte présence de l'idée que le juge doit dire la loi et ne pas l'interpréter. Alors, c'est vrai et en même temps, c'est compliqué parce que, y compris aux États-Unis, à la même époque, les républicains démocrates, des gens comme Thomas Paine ou Jefferson, contestent le fait que le pouvoir judiciaire, et en l'occurrence le président de la Cour suprême, qui s'appelait Marshall à l'époque, s'oppose à une politique qui était celle du Parti républicain, qui était devenue majoritaire dans le pays après l'élection de Jefferson en 1800. Et donc, cette dimension, je veux dire, cette dimension à la fois de la jurisprudence en Angleterre et aux États-Unis, elle a aussi une dimension historique, parce qu'à l'origine des États-Unis, dans les premières décennies des États-Unis, les forces les plus à gauche, pour dire vite, ce qu'on appelle à l'époque les républicains démocrates, ce qui n'a évidemment rien à voir avec le Parti républicain aujourd'hui, sont exactement sur la même ligne que les jacobins français de ce point de vue-là. Alors, il ne faut pas oublier non plus que pendant la Révolution française, toutes les fonctions judiciaires sont électives. C'est comme aujourd'hui aux États-Unis, et encore plus aujourd'hui aux États-Unis, puisqu'elles sont toutes électives. Et il y a même, pour la Révolution française, il y a même l'équivalent comment ça s'appelle aux États-Unis, en France, ça s'appelle le jury d'instruction. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de juge d'instruction. C'est un jury qui décide si on va faire l'instruction. Et donc, pendant la Révolution française, ça existe. Et donc, c'est un jury. Et il y a des jurys partout, et toutes les fonctions judiciaires sont électives jusqu'en 1795, jusqu'à la Constitution de l'an 3. Et même après, sous le directoire, on va créer des postes de commissaire du directoire, donc du pouvoir exécutif auprès des tribunaux, mais ça ne va pas très bien marcher parce que dans plein de cas, d'abord, ils ont du mal à recruter des gens, et dans plein de cas, les commissaires ne font pas très bien leur boulot parce qu'ils n'ont pas envie d'avoir d'ennuis sur place. En fait, là aussi, ça n'est que sous Bonaparte, finalement, que le pouvoir judiciaire va se retrouver complètement séparé
du souverain, si tu veux. Et donc, je pense que cette idée que la Révolution française empêche le juge d'interpréter selon la jurisprudence, c'est quelque chose d'un peu plus compliqué que ça, quoi. Il y a cette dimension, et c'est un débat, il y a un vrai débat à l'époque, mais on ne peut pas comprendre ce débat indépendamment du fait que toutes les fonctions sont électives et qu'il y a des jurys à tous les échelons. Et qu'il y a des jurys à tous les échelons, y compris au niveau de l'instruction de l'affaire. Puisqu'il y a ce jury, alors, je ne sais plus si ça s'appelle jury d'instruction, tu m'arrêtes si je dis une bêtise, Yannick, ou quelqu'un d'autre, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais enfin, il n'y a pas de juge d'instruction. Quand on veut instruire une affaire, c'est un jury qui décide si on va. Aux États-Unis, c'est comme aux États-Unis. C'est ça, hein, ou c'est l'équivalent du grand jury. Voilà, je me souviens. Oui, grand jury, exactement. C'est celui on l'avait vu dans l'affaire truc. Ouais. Mais il y a aussi des États où il y a ce qu'on appelle indictment jury, c'est-à-dire jury d'instruction, en fait, où tu n'as pas de juge d'instruction. Ça dépend des États, je crois. Si j'ai peur de dire une bêtise, mais il me semble qu'il y a quelque chose comme ça. Intéressant, je ne savais pas du tout. Oui, c'est ça, c'est qu'on garde une idée de la Révolution française, juge-bouche de la loi, mais avec des institutions qui, à l'époque, étaient complètement démocratiques, alors que, voilà, elles le sont beaucoup moins désormais, si ce n'est plus. Voilà, comme on l'expliquait avec Marc, on plaque sur ce qu'on appelle Révolution française. En fait, on a bien souvent un raccourci qui est le consulat, comme si le consulat était l'expression de la Révolution française, alors que, comme on l'explique, c'est l'expression de ceux qui ont gagné et qui sont au pouvoir à partir de 1799. Et qui installe un ordre juridique qui est le reflet de leur conception politique, qui a gagné contre d'autres conceptions politiques, en particulier des conceptions politiques qui sont déployées depuis 1789. Mais il y a dans la culture, d'une représentation de la Révolution française et dans la manière dont c'est mobilisé dans l'espace public, cette espèce de lyophilisation en quelque sorte, hein, de cette complexité dans une solution simple qui serait, ben voilà, tout est dans le code civil et en gros, Bonaparte, c'est celui qui verrouille le système et qui, en gros, c'est cette idée générale. Et notre boulot, nous, d'historiens, c'est justement de remontrer ce qu'il y avait avant et de montrer en quoi c'est vraiment différent de ça. Et de déplacer donc les représentations des juristes en particulier, qui sont complètement imbibés hein, de cette doxa, en fait, de ce grand récit, hein, de ce grand roman hein, dans lequel on est, quoi. Et ce que tu dis, c'est la manifestation de ça. Alors, ce qui est assez inquiétant, c'est comment ce grand roman, qui est une pure construction, finit par avoir une activité politique et une efficacité politique qui est totalement usurpée, en fait, parce que elle est ce que tu disais au début, c'est-à-dire que c'est une totale instrumentalisation de l'histoire. Ils ne font pas de l'histoire, on peut parler d'un usage illégitime du passé, en fait, dans ce que tu racontes, mais qui s'adosse, en fait, à une idéologie, à une vision majoritaire, en tout cas celle qui est portée par l'idéologie dominante. Donc c'est quand même incroyable. Je pense qu'il y a vraiment un travail, ce qu'on a commencé à faire, nous, historiens, dans notre petit travail dans les archives, mais vraiment un travail de déconstruction de ce grand récit hein, et de cette manière de voir où la Révolution française joue un rôle pivot, en fait, hein, parce qu'elle est au cœur de ce récit de la modernité qu'on a complètement fabriqué et qui est extrêmement nocif parce que c'est celui qui paraît comme une évidence, en fait, qu'on ne questionne pas et sur lequel on prend des décisions qui nous engagent de manière absolument dramatique. Enfin, la question des multinationales pollueuses ou qui sont dans l'évasion de capitaux, c'est quand même assez incroyable, quoi. Qu'on puisse retourner totalement la Déclaration des droits de son sens initial qu'elle avait en 89 pour en faire son contraire, quoi. C'est quand même très fort. C'est quand même très fort. J'arrête. Benoît, oui. Oui, je voulais bien faire une remarque, mais je ne sais pas ce qu'elle vaut. C'était Thomas, vous disiez que aux États-Unis ou en Angleterre, il semblait plus évident, si je vous comprends bien, que les décisions des juristes peuvent être de nature politique, en fait, et que peut-être en France, on a l'air un petit peu de s'étonner que ça puisse être le cas. Et je me demandais, est-ce que justement, dans ces pays
disons, de tradition peut-être plus libérale, pour aller vite, est-ce qu'il n'y a pas la reconnaissance selon laquelle, au fond, la volonté générale n'est qu'un mythe? Je me fais un petit peu l'avocat du diable. La volonté générale, c'est un mythe. Il faut reconnaître que toute loi est le fruit d'une majorité, une majorité changeante. Je pense par exemple à ce que Benjamin Constant peut répondre à Rousseau. Voilà, une loi n'est jamais que l'expression de la volonté d'une majorité dans le meilleur des cas. Donc, il faut toujours effectivement suspecter une tendance politique au cœur même du droit. Je ne sais pas. Oui, il y a. Je pense qu'effectivement, aux États-Unis en tout cas, ils savent que leur société, elle est pluraliste et que donc, l'idée d'intérêt général, nous, c'est vrai qu'on est, il y a une présomption que l'État agit dans l'intérêt général, que le Parlement agit dans l'intérêt général, que voilà, tout ça. Alors que aux États-Unis, ils savent que la société est pluraliste, qu'il n'y a pas d'intérêt général, ou qu'en tout cas, il ne peut pas être présumé, qu'il y a un combat incessant des différentes visions du monde pour ils sont beaucoup plus réalistes quelque part. Mais bon, c'est un pays, c'est un pays protestant à l'origine, où même la parole du pasteur, on peut la remettre en cause en ayant sa lecture propre de la Bible, créer sa propre religion du jour au lendemain, alors que nous, on est un pays vertical. Mais c'est vrai qu'il y a cette différence très forte. Benoît se fait l'avocat du diable, moi je vais me faire l'avocat du bon Dieu. Je pense qu'il faut distinguer deux choses. Il faut distinguer l'Angleterre et les États-Unis. C'est pas pareil. Aux États-Unis, il y a un truc qui s'appelle le Bill of Rights. Et le Bill of Rights, c'est une déclaration des droits naturels. Certes, elle n'est pas en tête de la Constitution, elle est à la fin, mais on sait très bien qu'elle n'a été acceptée, cette Constitution, qu'à la condition expresse qu'il y aurait un Bill of Rights dedans. C'est-à-dire, il y a plein d'États, et notamment la Virginie, qui à l'époque est l'un des plus peuplés, qui disent « Ok, on veut bien accepter votre Constitution, mais à une condition, il faut qu'il y ait une déclaration des droits. » Et d'autres États ont conditionné l'acceptation de la Constitution à la déclaration des droits. Ils ont envoyé les amendements. Dans certains États, il y a eu des conventions locales pour débattre de la liste des amendements. Et tout ça a été synthétisé par Madison en 1791. Et Madison lui-même, qui au point de départ n'était pas particulièrement intéressé par l'idée d'une déclaration des droits, parce qu'il considérait que ça pouvait être simplement une liste de principes un peu généraux qui n'avaient pas de caractère justement, comment dirais-je, contraignant, de normes. En 91, il a changé d'avis. Il a très nettement changé d'avis. Et il se rapproche de Jefferson, qui lui, dès 1789, a dit « Je n'accepterai cette constitution que lorsqu'il y aura une déclaration des droits dedans ». Et donc, en 1791, on adopte la déclaration des droits, qui est le Bill of Rights. Et, à ma connaissance, aux États-Unis, le moins qu'on puisse dire, c'est que le Bill of Rights, enfin, ce qu'on appelle les amendements, quoi, hein, voilà. Je ne sais plus combien il y en a maintenant, il y en a 27, je ne sais plus, peu importe, je dis peut-être une bêtise, enfin bref, il y en a un paquet, et ça, c'est une déclaration des droits. Alors qu'en Angleterre, il n'y a pas de déclaration des droits, du tout. C'est autre chose. Donc c'est vraiment deux trucs différents. Et je ne suis pas sûr que le protestantisme ait un rapport quelconque avec tout ça. Enfin, je crois, parce que fondamentalement, je le rappelle quand même, l'Angleterre, ce n'est pas un pays protestant, c'est un pays anglican, et qui a une église d'État, ce qui n'est pas très calviniste, alors qu'aux États-Unis, contrairement là aussi à un lieu commun, l'État fédéral, il est laïque, puisqu'il y a séparation de l'Église et de l'État aux États-Unis. Il n'y a pas de séparation de l'Église et des États, mais il y a une séparation de l'Église et de l'État. L'État fédéral et la religion, il ne sait pas ce que c'est. Il y a une séparation totale. Alors, que des présidents après, réactionnaires, jurent sur la Bible et c'est ce qu'ils font, c'est une chose. Mais la nature de l'État fédéral, c'est un État laïque, qui est complètement laïque dès le départ,
87-89, puisqu'on on précise qu'on ne fera aucune loi en aucun domaine dans le domaine religieux. Voilà. On ne peut pas faire plus simple comme séparation de l'Église et de l'État. Donc, je crois qu'il faut vraiment qu'on évite les lieux communs sur France, pays vertical, etc. Alors, il y a des spécificités américaines, il y a des spécificités anglaises, il y a des spécificités françaises. C'est sûr que ni les Anglais ni les Américains en ont eu de Bonaparte, précisément. Ils n'ont pas eu de sauveur, et donc ils n'ont pas eu de code civil, etc., etc. Mais je ne dirais pas que la dimension du droit naturel soit absente du droit, en tout cas aux États-Unis, parce qu'aux États-Unis, ah oui, la référence au droit naturel, elle est fondamentale. Voilà. C'est très, très clair. Et il y a eu la même utilisation d'ailleurs du Bill of Rights contre toutes les législations sociales des États à la fin du 19e siècle, au début du 20e. Et ça n'est que un moment lorsque Roosevelt a tapé du poing sur la table en disant si la Cour suprême n'évolue pas, ce qui est exactement le même débat aujourd'hui, je nomme de nouveaux juges, puisque la Constitution ne limite pas le nombre de juges, ce qui dit packing de court. Je remplis la cour de juges progressistes. Ça n'est que comme ça que la Cour suprême a abandonné sa lecture libertarienne de la Constitution. Ouais, non, je suis entièrement d'accord avec toi, Marc, sur ce point. Et l'Angleterre est toujours en train de débattre, aujourd'hui encore, du fait de faire une déclaration des droits. Il y a un rapport récent du Parlement anglais là-dessus. Alors, le but, c'est évidemment de sortir de la CEDH. C'est la politique de Boris Johnson, anti-Europe et anti-CEDH. Mais voilà, c'est toujours un débat actuel chez eux. Chez nous aussi, on remarque qu'il y a des débats contre les droits de l'homme. Les droits de l'homme sont très sérieusement en procès. C'est comme l'histoire du fameux deuxième amendement du droit de porter des armes. On oublie évidemment tu as dit la différence entre avoir une carabine à un coup pour tuer des bestiaux, le fait d'avoir un fusil mitrailleur, ça c'est vrai. Mais il y a une autre différence, c'est que le droit de porter des armes dans le deuxième amendement, il est directement lié à la question de l'organisation de la milice, c'est-à-dire au fait qu'on refuse l'armée. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'une apologie du fait que tout le monde soit armé, c'est surtout la défense des citoyens contre une armée permanente qui serait dans les mains de l'État fédéral. Donc en fait, c'est un truc, enfin c'est pas un truc antimilitariste, parce que ce serait totalement anachronique de le dire, évidemment ce serait idiot, mais le point de départ du deuxième amendement, c'est pas faut que tout le monde ait des flingues, c'est qu'il faut empêcher l'État d'avoir des flingues contre nous. C'est ça le truc du deuxième amendement. Donc, alors, c'est là aussi qu'on peut, tu vois, on peut interroger comment dirais-je, l'intention historique des pères fondateurs. Voilà. Exactement. Bon, évidemment, la NRA aujourd'hui ne dit pas ça, elle dit autre chose. Exactement. Et on a la même chose sur la Révolution française. Le fait de porter les armes, c'est la manifestation de la citoyenneté. Et on a exactement la même position. Robespierre aussi défend le fait qu'il y ait non pas une police professionnelle ou une armée professionnelle, mais une armée de citoyens. Ça veut dire que posséder l'arme, et quand on est une militante de femmes dans une section à Paris, on revendique le droit de porter les armes parce que c'est la manifestation concrète de sa citoyenneté et du fait qu'on participe à la défense de cette citoyenneté et de la liberté en général. Donc là aussi, on a une inversion, et la machine à laver fonctionne aussi pour dire le contraire en fait de ce qui était historiquement le sens d'un certain nombre de propositions. Tout à fait. C'est un bon exemple également, la question du second amendement.